Oyez oyez, nobles et bourgeois de l'Empire, la caserne impériale de Zelzarheim, sous l'impulsion du décret de son empereur, met à disposition de ses sujets des hommes formés pour vos régiments. La caserne impériale regroupe une grande variété de troupes prêtes à se joindre à qui peut s'offrir ses services. Et dans le cadre de ce décret, si vous êtes un vassal de Sa Majesté impériale, vous êtes tenu de maintenir une force armée minimale. À Zelzarheim, nous formons toutes sortes d'unités. Vous, monseigneur, tiens, vous cherchez des halbardiers, des joueurs d'épée? Évidemment, nous les avons. Laissez-moi cependant vous présenter nos derniers individus formés. J'aurais pu dire hommes, oui, c'est vrai, mais ici, je vous présente des halflins impériaux. Ils manient aussi bien la lance que l'espadon, et pourraient très bien remplacer un rang ou deux de troupes régulières. Comment? Vous n'y voyez aucun intérêt? Dis donc, c'est pas très sympa, ça. Voyons, ils sont très résistants au chaos, ils ont une province avec une comtesse électrice comme vous et moi, enfin, ils combattent vraiment, hein. Alors certes, le budget nourriture devra suivre, mais c'est une option à envisager. La compagnie de chez moi, ils adorent le poulet, et notamment la cuisse, hein. Ils en raffolent, voilà. Vous leur en offrez, et plus jamais ils vous quitteront. Ça peut être utile. Vous préférez les hommes? Plutôt les femmes, peut-être. Le couvent du village d'à côté, il abrite des sœurs de bataille, des femmes dévouées à leur dieu, qui rigolent pas du tout, hein. Je connais la patronne de ces lieux, une matriarche avec un sacré marteau de guerre. Y a pas d'archiprêtre par chez vous? Allez la voir, elle est pas commode, mais je l'ai vu écraser de son marteau le crâne d'un orc, avec une facilité déconcertante. Ça peut être un sacré atout dans une armée, hein. Elle a pas l'air facile, mais un joli petit altar de bataille garé derrière, là, peut-être qu'elle appréciera le geste, hein. Non, je suis pas du tout en train de vous vendre quoi que ce soit, attendez. Vive vive l'Empire. Ah, vous étiez venu pour des arquebusiers. Autant pour moi, je comprends. Laissez-moi plutôt vous suggérer les arquebusiers du Walkland. Ceux-là, ils sont capables d'abattre des gobelins malicieux à une distance assez impressionnante. Ça vous intéresse? Non? Vous préférez des arquebusiers standards? Évidemment, j'en ai, ouais. Mais si jamais, il y a quelques vétérans qui manient très bien ces fusils et qui pourraient être à la tête de vos arquebusiers. Sinon, il y en a qui manient très bien le fusil à répétition. C'est vous qui voyez. Oh, je sens que j'ai piqué votre curiosité. Vous savez quoi? Je vous laisse un exemplaire de l'inventaire des troupes qu'on a ici, et je vous attends à l'intérieur. J'ai un petit cadeau à vous faire profiter. Quelqu'un a vu ma cuisse de poulet, là? Do not test me, necromancer. Yours is an art I have dominated centuries ago. You have nothing I Nous sommes à la fin du XXIIIe siècle. Cela fait désormais presque un millénaire que l'Empire est déchiré par les revendications individuelles de ceux dont les ancêtres avaient autrefois accepté de s'unir. Aujourd'hui, l'héritage de Sigmar ne tient plus qu'à un fil et bien qu'il ait implosé depuis longtemps, il est toujours en train de se fracturer. L'ensemble du système impérial dans lequel on élit l'empereur s'est effondré il y a déjà presque un millénaire. La plupart des dirigeants des grandes provinces s'affrontèrent entre eux, chacun cherchant à revendiquer la couronne impériale pour lui-même. De petits seigneurs, au cours de cette longue et agonisante période, ont profité du chaos général pour revendiquer des titres sur de simples coups de tête ou par pur opportunisme. De nouveaux royaumes, comtés, duchés et principautés montaient puis s'écroulaient alors que la terreur et la violence se répandaient toujours plus à travers les terres morcelées de l'Empire. Le Reikland, par exemple, s'est divisé en royaumes indépendants qui ont tous, à un moment donné, défié la prétention du prince d'Aldorf à diriger la province. Nous sommes toujours en pleine guerre civile à cette époque, que l'on appelle désormais l'âge sombre. Il ne s'agit plus de la guerre des 3 empereurs, mais celle des nombreux empereurs. Après les revendications des empereurs loups, des Ottiliens du Talabek, vint ensuite les prétentions venues de Nuln, de Marienburg ou encore du Reikland. Nous sommes à une époque charnière où l'Empire n'a jamais été aussi divisé et qui se relevait d'ailleurs tout juste d'une guerre de plus d'1 siècle contre les vampires. C'est dans ce contexte qu'en 2280, un soir d'hiver dans la ville de Nuln, une comète à 2 queues apparut au firmament. Un enfant du nom de Magnus naquit à ce moment précis. Au même moment, l'Empire n'était pas son seul et propre ennemi. Loin au-delà des frontières de Norska, par-delà les désolations du chaos, les dieux sombres s'agitaient. Ils avaient l'habitude de s'affronter dans des guerres démoniaques, où ils s'alliaient entre eux par circonstance ou opportunisme, et se trahissaient de la même manière dans leur suprématie des royaumes du chaos.
Pourtant, depuis quelque temps, les dieux du mal ont cessé leurs affrontements, tous les quatre regardant dans une seule et unique direction. Leurs domaines inaccessibles pour les mortels, ainsi qu'à leurs frontières dans les désolations du chaos, devinrent tout à fait calmes. Ils voyaient que l'Empire était à l'agonie, que tout semblait perdu, et ils le savaient pertinemment. Une trêve s'annonça alors dans le grand jeu des dieux sombres. Les puissances de la ruine décidèrent, dans un effort commun, qu'ils allaient conquérir le monde des vivants. Aussitôt, leurs domaines s'étendirent au-delà des désolations du chaos pour finir au pays des trolls, nouvelle frontière de l'influence chaotique. Partout dans l'Empire, cette influence insidieuse se propagea. Loin des cités, dans la Dragwald, les hommes bêtes s'agitaient toujours plus, tandis que dans les villes et les villages, des cultes dissimulés opéraient la chute de l'Empire. Magnus, étudiant et théologien à Nuln, frustré par l'impuissance de l'Empire et la cupidité de la noblesse, était un surdoué et un idéaliste avec des opinions innovantes sur un nouvel empire tel que jadis et de la représentation divine de Sigmar dans la société. Sa famille l'envoya à l'université de Nuln afin de canaliser son zèle abondant. Là, il attira un grand nombre de penseurs similaires qui partageaient ses croyances et sa passion. Magnus était célèbre pour ses tournées, au cours desquelles lui et ses compagnons parcouraient le Reikland pour prononcer des discours enflammés. Ses premiers efforts établirent Magnus comme un grand héros parmi le peuple, préparant le terrain pour son ascension éventuelle au pouvoir. Puis, un jour, alors qu'il était à Nuln, les cultistes de Tsench menèrent un soulèvement, déchaînant des démons dans les rues de la ville. Ceux qui restaient fidèles à Sigmar prièrent pour leur délivrance et reçurent une réponse lorsque la comète à deux queues, le symbole de Sigmar, brilla dans le ciel nocturne. Alors, celui qui avait annoncé la comète s'éleva. Inspiré par l'apparition de la comète, Magnus rassembla le peuple pour défendre la ville. Il considéra cette opportunité comme un signe de Sigmar lui-même, le chargeant de sauver l'Empire. Il redoubla d'efforts, s'adressant directement au peuple, plutôt que de perdre du temps dans les cours des comtes électeurs. Sous sa direction, les forces du chaos furent violemment et complètement purgées de Nuln. Magnus était un orateur sans pareil. Ses discours fédéraient la population qui acclamait sa foi inébranlable en Sigmar. Partout où Magnus prenait la parole, le peuple suivait. Tous reconnaissaient naturellement en lui le chef que l'Empire attendait. Magnus décida de porter sa croisade contre le chaos depuis Nuln à travers tout l'Empire. Une armée commença à se former alors que les électeurs apportaient leur soutien à la cause de Magnus. Et bientôt, il dirigeait la plus grande armée jamais formée au sein de l'Empire, toute époque confondue. Il faut imaginer qu'il amassait une armée de convertis si grande, devenant si puissant, que même les individus les plus influents du pays furent contraints de se rallier à sa bannière. Et lorsque Magnus atteignit Middenheim, il sollicita une audience avec l'Arulric Kriesthof, le chef du culte des Ulricains, majoritaire dans cette région de l'Empire, afin de le confronter. Kriesthof continuait d'affirmer que la religion de Sigmar était au mieux une hérésie et au pire une religion inspirée du chaos. L'Arulric n'arrêtait pas de dénoncer Magnus comme un menteur et un charlatan alors qu'il se dressait désormais devant lui. « Si je suis un blasphémateur, disait-il d'un ton calme, alors le feu d'Ulric me consumera à coup sûr. » Enlevant son manteau, il entra dans la flamme sacrée d'un pas ferme et se tourna pour faire face à son accusateur. La flamme ne le brûla pas, et ceux qui étaient présents dans le grand temple d'Ulric tombèrent à genoux, reconnaissant que ce jeune homme était grandement favorisé par leur dieu. Dans les archives, il était le dernier homme non ulricain à passer dans la flamme d'Ulric sans se blesser, et ce depuis Sigmar lui-même, il y a plus de 2000 ans. Les astres et les signes sont trop forts à ce moment-là. Comment Magnus ne pouvait-il pas être l'unificateur que l'Empire attendait depuis tout ce temps? Le jeune homme nomma habilement Kriesthof, chef de ses forces de cavalerie, et ainsi Ulricains et Sigmarites se tournèrent ensemble pour affronter l'ennemi commun. En 2302, les armées du chaos traversèrent le Linsk pour rentrer au Kislev, assiégèrent Erengard et Prague et marchèrent sur la cité de Kislev. Une flotte de vaisseaux du chaos se mit à sillonner la mer des Griffes, ravageant ses côtes et coulant tous les navires qu'elle rencontrait. Le tsar Alexis Romanov envoya des messages à chacun des comtes électeurs. Il décrivait la défaite écrasante infligée à ses armées, laissant les villes de Kislev ouvertes à l'attaque.
Il les suppliait de venir à son secours, mais leurs réactions furent confuses, frisant la panique. Ils ne purent se mettre d'accord sur le choix d'un chef, car aucun n'avait suffisamment confiance en les autres pour se soumettre à l'autorité d'un dirigeant unique. Les grands prêtres de Sigmar et d'Ulric se chicanèrent pour savoir qui devait prendre le commandement suprême, tandis que de nombreux aristocrates refusèrent leur aide de peur que leurs voisins n'attaquent leur terre en leur absence. Certains même, pensant la cause perdue, commencèrent ouvertement à vénérer les dieux sombres dans l'espoir d'être épargnés après la défaite de l'Empire. Cette situation représente extrêmement bien les dissensions propres à cette longue et célèbre guerre civile. Cependant, l'un d'eux n'avait pas abandonné. Magnus von Bildhofen de Nuln, un jeune noble et prêtre de Sigmar, croyait toujours au rêve d'un empire unifié suffisamment fort pour défaire les armées du chaos. Il avait déjà arpenté tout le sud et l'ouest de l'empire et rassemblé une armée de guerriers qui avaient les mêmes convictions que lui pour se porter au secours de Kislev. En 2303, la nouvelle de la chute de Prague se répandit dans le sud jusqu'à Talabheim. La guerre avait atteint son point critique. Magnus se rendit dans la cité pour demander l'aide de la ville. Là-bas, il rencontra 3 hauts elfes. Ces elfes étaient de puissants mages et parmi eux se trouvait un fameux Teclis, le grand maître du savoir de la tour blanche de Hoët. Tout comme un miracle apparent avait valu à Magnus la loyauté de l'Arulric de Middenheim, Magnus réussit à convaincre les dirigeants de Talabheim de se joindre à sa cause contre le chaos. À l'arrivée de Magnus dans la ville, on raconte que les loups de la forêt sacrée poussèrent un hurlement qui résonna entre les murs du cratère comme le tonnerre et qu'un cerf avec une marque en forme de marteau sur le front apparut au temple de Tal à Talabheim. Il semblait une nouvelle fois qu'un nouveau dieu qui n'était pas Sigmar avait parlé en faveur de Magnus. Il fallut les actions de Magnus de Nuln pour réunifier l'Empire après des siècles de méfiance et de guerre. Cependant, bien que Magnus ait une grande foi en Sigmar, il n'avait pas la même foi en les hommes qu'il dirigeait. Bien qu'il ne doutât pas que les hommes de l'Empire puissent vaincre n'importe quel ennemi mortel, les démons du chaos, eux, n'étaient pas mortels justement. Magnus savait que les armées du chaos avaient un grand avantage sur les siennes, la magie. Dans l'Empire, quiconque s'aventurait à utiliser la magie était considéré comme un pion du chaos. Mais avec l'aide des hauts elfes, cependant, les humains pouvaient être formés à manier les vents de la magie sans corruption. Magnus déclara une amnistie immédiate pour tous les utilisateurs de magie, à condition qu'ils acceptent de rejoindre sa cause et de servir sous l'œil vigilant des hauts elfes. Teclis et ses compagnons utilisèrent leurs compétences en magie pour rassembler ceux qui pouvaient être formés et entraînèrent les premiers vrais sorciers de batailles impériaux. À la tête de son armée, maintenant importante, Magnus entra dans le pays du Tsar et commença par briser le siège de la cité de Kislev, puis il se porta à la rencontre de l'ennemi et l'aborda de front lors de la bataille du bois de Krovod. Avant la bataille, Magnus se tint devant ses troupes et parla. « Je vois dans vos yeux que vous craignez cet ennemi. Je vois dans vos yeux que vous vous demandez comment nous pourrions combattre de telles horreurs. Hommes de l'Empire, j'ai la réponse. Nous les combattrons avec l'acier, nous les combattrons avec courage, mais surtout, nous les combattrons avec notre foi en Sigmar. » Le combat fit rage pendant 3 jours, jusqu'à ce que les forces du chaos, prises entre le marteau et l'enclume des forces de l'Empire, s'effondrent dans l'anarchie. Alors que Magnus évaluait la situation, une voix l'avertit de l'approche d'une bête en forme humaine. C'était le chef ennemi, le tant redouté Azavarkul, le 4e élu du chaos. Il défia immédiatement le champion de Sigmar en combat singulier comme un test de force entre leurs dieux respectifs. Et après un conflit épique, Magnus triompha finalement, décapitant Kul. Au même moment, les troupes kislévites et naines percèrent et chargèrent l'armée du chaos. Pris sur 3 fronts, la horde du chaos fut écrasée et détruite, sauvant ainsi le vieux monde de l'esclavage du chaos. Les armées alliées se tournèrent ensuite vers Erengard, puis rasèrent la ville corrompue de Prague. À leur retour dans l'Empire, l'armée de Magnus détruisit la ville de Mordheim, libérant l'Ostland et l'Ostermark des hommes bêtes. Enfin, le chaos fut repoussé dans ses domaines. Les hommes de l'Empire avaient été emmenés à la guerre par un homme qui n'utilisait aucune arme magique ni aucun autre objet magique de toutes sortes. Cependant, cet homme avait été divinement protégé par Sigmar lui-même, qui lui avait accordé des pouvoirs miraculeux tels que la capacité de dissiper la magie noire, dirigée contre lui, de porter des coups d'une puissance surhumaine ou de supporter des frappes qui auraient en temps normal traversé une armure. La popularité de Magnus était absolue. Il est quasiment impossible d'en traduire l'ampleur.
Il avait vaincu un ennemi d'une puissance inconcevable et abattu de sa main le plus grand de tous les ennemis. Plus encore, il avait fait l'union de l'Empire mieux qu'aucun avant lui, excepté Sigmar en personne, il y a plus de 2000 ans. Certains pensèrent que Magnus était une réincarnation de Sigmar. Et d'ailleurs, les chroniques sigmarites de ces temps relatent de très nombreux miracles supposément accomplis par le grand héros et qui tendent tous à étayer cette affirmation. Plus nombreux encore furent ceux qui étaient convaincus que Magnus était sans aucun doute l'élu de Sigmar, et il semble véritablement que cela était le cas. Quoi qu'il en soit, et quelles qu'aient pu être les convictions de chacun, tous proclamaient qu'il fallait le couronner empereur. Se rendant compte qu'ils avaient frôlé le désastre en voyant la popularité de Magnus auprès des populations, les grands de l'Empire réalisèrent à quel point le royaume avait besoin d'un empereur et de préférence d'un homme fort comme Magnus. Lorsqu'il arriva à Wolfenburg en 2304, le conseil électoral se réunit et désigna officiellement Magnus de Nuln comme empereur. On ne saurait dire que tous les nobles furent satisfaits, mais ils n'avaient guère le choix. Le peuple les aurait lynchés s'ils avaient refusé. Magnus était aimé comme personne avant lui, et il sut tirer parti de cette adoration pour appliquer ses nombreuses réformes. Ayant été conseillé par les maîtres des savoirs Teclis et Finrer, l'empereur Magnus Ier savait que toute magie provenait du même vide cauchemardesque que les démons du chaos, comme on le lui avait enseigné durant son éducation sigmarite. Mais Magnus comprenait aussi que tout comme les lanceurs de sorts humains s'étaient révélés utiles sur le champ de bataille contre les serviteurs du chaos, ils pourraient également aider l'Empire de manière bien plus profonde et durable s'ils étaient bien formés et surveillés de près par de nouvelles autorités. Quelques mois après son retour à Nuln, depuis Kislev et sa victoire sur les forces du chaos, l'empereur Magnus ratifia et légalisa, en présence de tous les électeurs survivants, son décret de guerre qui avait levé l'interdiction de l'utilisation de la magie et de la pratique des sortilèges. Bien qu'il y eut une certaine résistance à sa décision, notamment de la part du grand théogoniste du culte de Sigmar et du haut prêtre du culte d'Ulrich, toutes les protestations furent balayées grâce au pouvoir de persuasion, à la force de volonté et à l'influence politique colossale de Magnus à la suite de son succès militaire retentissant contre les hordes blasphématoires du Nord. Les collèges impériaux de magie furent officiellement créés en 2304 dans le cadre des réformes majeures de Magnus. Pour libérer les collèges afin qu'ils étudient et utilisent la magie, tout en gardant tous les nouveaux sorciers de l'Empire sous son contrôle, Magnus rédigea et adopta, avec les conseils et l'aide de Teclis, du théogoniste, de Ulrich, ainsi que de plusieurs nobles et généraux respectés de l'Empire, les articles de la magie impériale. Ces articles définissaient les bases des collèges impériaux de magie qui devaient fournir à l'Empire des magistères hautement formés, mais surtout fiables, jurés de le défendre si nécessaire. Les articles réinstauraient également une interdiction partielle de la magie à toute personne n'appartenant pas à l'un des nouveaux collèges considérés alors comme un praticien de sorcellerie. Les articles, très intransigeants et encadrant véritablement la magie en réalité, stipulaient que ces mages informels et non autorisés devaient être exilés ou mis à mort pour le bien de tous. Les articles accordaient aux magistères des nouveaux collèges la permission de mener des recherches magiques et de pratiquer la magie pour le bien de l'Empire et à l'intérieur de ses frontières et territoires. Les articles rendaient presque cette nouvelle entité comme part entière de l'Empire, à tel point que toute attaque illégale contre les collèges, pas nécessairement contre les magistères en tant que personnes, mais plutôt l'institution en elle-même, était également considérée comme une attaque contre l'empereur lui-même, donc une trahison. Cependant, les lois et règles de ces articles étaient encore plus contraignants pour les nouveaux mages de ces collèges impériaux qui devaient y adhérer sous peine de mort, et si un collège entier enfreignait ces lois, son droit d'exister et de pratiquer la magie serait révoqué. En réalité, les collèges de magie sont très encadrés et protègent comme punis aussi bien ceux qui en font partie que ceux qui voudraient l'attaquer. Les articles comprenaient de nombreuses autres dispositions telles que des restrictions sur l'influence politique qu'un magister pouvait acquérir, les postes d'autorité étatique qu'il pouvait occuper et dans quelles circonstances précises. Les articles énuméraient également des questions telles que la conduite appropriée des magisters et de leurs apprentis dans la société quotidienne. Par exemple, Magnus a également réaffirmé et limité les articles du soi-disant
édit d'Obsidienne de 2004 dans lequel le culte de Sigmar revendiquait le devoir sacré de traquer et d'exterminer la sorcellerie, la nécromancie, la démonologie et l'adoration du chaos dans l'Empire. Cet édit a été réaffirmé dans le sens où les répurgateurs étaient reconnus comme une force impériale, possédant un mandat pour traquer, juger dans un tribunal spécial et même exécuter les sorciers, sorcières, nécromanciens, mutants, adorateurs du chaos et autres renégats, mais il était désormais interdit de poursuivre les magisters sanctionnés des ordres de magie ou leurs apprentis, à moins d'être appelés à l'aide par un porte-parole légitime d'un collège pour traquer un magister devenu traître, ou à moins que les chasseurs de sorcières ne soient témoins d'un acte abominable de la part d'un magister sanctionné. Sous le règne de Magnus, les infrastructures de l'Empire furent reconstruites et améliorées, la corruption éradiquée et les liens avec d'autres terres renouvelés. De nombreuses personnes considèrent son règne comme la période la plus heureuse qui traversait l'Empire depuis le règne de Sigmar lui-même. La paix régna dans tout le royaume et la réunification favorisa les affaires et la prospérité grâce aux relations commerciales à nouveau florissantes, car Magnus réussit à nouer d'étroites relations diplomatiques avec les nations environnantes en dépit de leurs différends historiques. Une nouvelle ère de vitalité intellectuelle et de recherche venait de débuter. Il était aimé comme nul autre, et c'est quelque chose que le nouvel empereur utilisa, encore une fois, à son avantage lorsqu'il mit en œuvre ses nombreuses réformes. Il comprit également à quel point l'équilibre des forces s'était modifié entre les cités et les provinces, et accorda notamment le statut de cité-État à la ville de Nuln, tout en ratifiant la réunification de Middenland et de Middenheim. Il officialisa également la réunification de Talabheim et du Talabecland, qui étaient effectives depuis des siècles pour des raisons pratiques. Il rééquilibra aussi minutieusement les pouvoirs entre les grandes provinces et rétablit les 12 comtés électeurs, comme Sigmar l'avait fait bien avant lui. Et en souvenir de l'indéfectible soutien du culte de Sigmar à l'égard des empereurs élus, Magnus lui accorda 3 votes au nouveau collège électoral formé pour nommer les empereurs. En reconnaissance de la place particulière tenue par le culte d'Ulric dans l'historique de l'Empire, il lui accorda un seul vote. On pense généralement que le culte de Tal et Ria se vit également offrir un poste électoral, mais c'est une chose qu'il refusa pour des raisons assez inexpliquées. Cette division des votes plongea la plupart des cultes et des électeurs dans la fureur, pour des raisons différentes, mais Magnus ignora les récriminations car il avait en tête d'autres préoccupations de plus grande importance. Bien conscient que les dissensions des cultes avaient été l'une des principales raisons de l'effondrement de l'Empire, Magnus constitua cependant un conseil auquel tous les cultes les plus importants de l'Empire furent tenus de siéger par décret impérial. Le Grand Conclave, le nom donné à cette nouvelle institution, devait dès lors convoquer les grands prêtres de tous les cultes reconnus. Il décréta que ceux-ci auraient dorénavant l'obligation de se réunir tous les 5 ans afin de résoudre leurs éventuels désaccords. Parce que cette réunion devait se dérouler sous l'œil vigilant de l'empereur lui-même, on pouvait espérer que les participants conserveraient leur bon sens de peur que la colère impériale ne s'abatte sur eux. C'est ainsi que fut constitué le Grand Conclave. La liste des cultes qu'il choisit déclencha quelques controverses. En plus des 5 cultes des anciens dieux, donc à savoir Ulric, Mor, Mannan, Tal et Ria, et des cultes largement répandus de Sigmar, Shalia et Verena, il y fit également inclure ceux de Ranald et Myrmidia. Officiellement, ce dernier culte fut fortement sollicité par l'ordre des Chevaliers du Soleil Flamboyant, qui avait été le premier de tous les ordres à répondre à son appel aux armes lors de la Grande Guerre contre le Chaos. En fait, on pense communément que la véritable raison de cette intégration résidait dans l'influence omniprésente du culte en Thylée et en Estalie, deux régions que Magnus espérait faire reconnaître et dont il voulait suivre l'évolution de près. D'un point de vue militaire, avant le règne de Magnus le Pieux, l'école d'ingénierie d'Aldorf était sous l'égide des princes de la même ville et sa tâche était de mettre au point des machines de guerre toujours plus ingénieuses. Lorsque les forces du chaos surgirent des désolations nordiques en 2302, le prince d'Aldorf répondit à son appel et la plupart des inventions destructrices de l'école d'ingénieurs accompagnèrent son armée. À cette époque, la capitale de l'Empire était à Nuln, mais en même temps que la fondation de l'école impériale de magie, Magnus sut reconnaître l'utilité des installations d'Aldorf. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elles reçurent officiellement le titre d'école impériale d'ingénierie,
ou plus précisément École impériale d'ingénierie et Université d'expertise mécanique Stéphane Franz. Magnus mourut dans son sommeil en 2309. Et c'est ainsi que je commande ton âme à la grâce éternelle de Sigmar le Divin. Peu, voire aucun, n'ont fait plus pour cet illustre empire que le seigneur Sigmar nous a confié. Et c'est en effet un royaume uni qui pleure ton départ. Adieu Magnus, le plus pieux des serviteurs, dira le grand théogoniste Khasgar XIV. Lors de ses funérailles d'État, le grand théogoniste examina le linceul funéraire de l'homme d'État défunt et découvrit que ses traits s'étaient imprimés dessus. Les traits du visage de Magnus s'étaient imprimés de manière surnaturelle sur le tissu. Cet événement devint connu sous le nom de miracle du suaire. Et aujourd'hui, son visage est toujours visible sur le suaire. Il est conservé dans le reliquaire du Saint-Temple de Sigmar et est parfois emporté au combat par les héros de l'Empire. Il semble posséder un pouvoir protecteur, notamment contre les attaques magiques. Son règne de 65 ans, stable et durable, permit d'effacer la plupart des mauvais souvenirs des périodes des troubles précédentes. Aucun des électeurs qui se réunirent pour élire le successeur de Magnus n'était suffisamment âgé pour avoir connu ces années noires. Ils n'avaient jamais rien connu d'autre que Magnus et l'Empire. Ils décidèrent solennellement de nommer leur empereur défunt le Pieux en reconnaissance des miracles qu'il avait accomplis. Pourtant, c'est dans la reconstruction complète de l'Empire qu'il faut voir le véritable miracle de Sigmar. Tout cela, il le fit pour une seule raison. Jusqu'au jour de sa mort, les chroniques nous rapportent que Magnus déclarait souvent que le chaos n'était pas vaincu, mais seulement repoussé. Il était convaincu que les dieux sombres reviendraient et que l'Empire devait ériger des remparts de foi, de pierre et d'acier pour se défendre contre la marée lorsqu'elle monterait à nouveau. Mais qui prit ensuite le relais du long et glorieux règne de Magnus le Pieux? Gunther von Bildhofen était le frère de Magnus le Pieux. Gunther était connu comme un champion charismatique du peuple qui fut élevé au rang de grand-duc du Middenland par son frère, poste laissé vacant après la Grande Guerre contre le chaos. Cependant, son héritage fut à jamais terni par un événement connu sous le nom de scandale du suaire, lié justement à la mort de son frère que j'ai évoqué juste avant. Dans la nouvelle capitale de Gunther, à Middenheim, un étranger vint se greffer à Lar Ulrich, le grand prêtre du culte d'Ulrich, dont l'influence fut discréditée au début de la Grande Guerre lorsqu'il accusa Magnus de blasphème lorsqu'il était venu dans la cité du Loup Blanc pour obtenir un soutien militaire. Le grand prêtre était hostile au culte de Sigmar que Magnus vénérait. Cette ancienne rivalité religieuse impériale était discrètement alimentée par le conseiller le plus fidèle du grand prêtre, Rolf Lugner. Ce conseiller traître vénérait secrètement Tsench et s'était insidieusement immiscé dans la confiance de Lar Ulrich. Lugner persuada progressivement son patron, qui souffrait encore de son humiliation infligée par Magnus, que le grand théogoniste de Sigmar complotait pour usurper la position d'empereur à la suite de son défunt frère afin d'instaurer une théocratie dirigée depuis le temple de Sigmar à Altdorf. Craignant cette rumeur, le grand prêtre convainquit Gunther von Bildhofen de sa véracité. Tous deux se mirent d'accord sur le fait qu'il fallait agir. Cependant, les soupçons de Gunther, amplifiés par les rumeurs répandues de Rolf Lugner, l'envahirent. Écarlate de rage, il insulta publiquement le grand prêtre de Sigmar Khasgar XIV, affirmant que le suaire était une ruse pour gagner le soutien du culte de Sigmar. Les personnes en deuil furent horrifiées par ce blasphème et von Bildhofen fut expulsé de force de la cérémonie commémorative. Seul son statut de frère de l'empereur défunt le sauva de l'arrestation. Inutile de dire que lors de la sélection du successeur de Magnus, aucun des comtes électeurs ne jugea Gunther von Bildhofen apte à régner, craignant la colère de Sigmar si l'homme qui avait insulté son grand prêtre était élu empereur. Ainsi, la couronne de Magnus passa la place au comte Léopold Unfeiger du Stirland, un homme de bien moindre influence que le grand-duc Gunther. Si le frère héroïque de Magnus était monté sur le trône, il aurait sans doute prouvé qu'il était un empereur capable et qu'il aurait renforcé le royaume de son frère. Mais au lieu de cela, il finit ses jours dans la disgrâce, contraint plus tard d'abdiquer en tant que grand-duc de Middenland par les machinations du grand théogoniste, plein de rancœur suite aux insultes qui lui avaient été adressées. Aujourd'hui, à l'époque de Karl Franz, l'héritage des von Bildhofen perdure toujours et la lignée ne s'est pas éteinte. Léopold von Bildhofen, un membre des familles nobles les plus puissantes parmi les 12 de l'Empire et descendant de l'empereur Magnus Ier, fut, jusqu'en 2512,
grand-duc du Middenland, avant que la tourmente, la petite guerre civile de la même année, ne le relègue au seul titre de prince de Carrobourg, dont le titre initial fut accordé à Boris Todbringer. Et vous pensez peut-être que l'héritage des von Bildhofen en a pris un coup à ce moment-là? Eh bien, je doute que vous le saviez, mais Boris Todbringer est également un lointain descendant de feu Gunther von Bildhofen, anciennement lui aussi grand-duc du Middenland et, si vous avez suivi, frère de Magnus le Pieux. Aujourd'hui, le règne du grand théogoniste Volkmar au XXVIe siècle en tant que chef du culte de Sigmar est fortement influencé par les actions, les enseignements et les sermons de Magnus, et beaucoup croient que Volkmar a l'intention de canoniser bientôt Magnus en tant que saint sigmarite. À présent, l'armure de plaque portée par l'empereur Karl Franz Ier, fabriquée pour lui par des forgerons nains, incorpore certaines des plaques d'armure originales portées par Magnus le Pieux lors de la bataille de Kislev. Elle est richement dorée et magnifiquement ornée de plumes et de rubans de soie.